Il n'y a pas eu depuis longtemps à Ramallah des militants armés qui tirent sur des soldats La israéliens. tragédie de ce conflit qui revient en permanence parce qu'il n'y a pas de solution Est-ce politique. qu'il y a un risque d'exportation du conflit, monsieur l'ambassadeur? צה"ל תקף אתמול והיום מאות מטרות טרור של החמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. Israel has a right to defend itself, and you have thousands of rockets flying into territory. Israeli aircraft have carried out dozens more airstrikes on Gaza. Nearly 200 Palestinians have been killed in the past week. 10 Israelis died in rocket attack. يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية. Bonjour à tous, vous l'attendiez tous, aujourd'hui nous allons parler des récents événements en Israël et en Palestine. Les forces de sécurité israéliennes et les militants palestiniens sont actuellement engagés dans leur plus grand conflit sur la frontière Gaza-Israël depuis 2014. On a pu voir des images assez exceptionnelles avec des milliers de roquettes lancées depuis Gaza, des centaines de frappes aériennes israéliennes en représailles. On a vu le dôme de fer israélien en action, les témoignages d'un côté ou de l'autre, les premières victimes des conflits, n'oubliez pas, ce sont toujours les civils, et cette guerre ne déroge pas à la règle. Israël a récemment commencé des déploiements pour se préparer à un conflit potentiel sur plusieurs fronts. Il faut savoir que la tension au niveau international entre les pays est très forte. Nous avions vu dans une précédente vidéo qu'Israël cherchait et réussissait même à adopter un changement diplomatique plus soft, de coopération scientifique, diplomatique, commerciale avec ses voisins du Moyen-Orient et les pays musulmans en général. Un dialogue construit sur de longs mois et plusieurs années de discussions qui risque d'être balayé d'un revers de bras avec ces tensions. Nous allons voir comment les belligérants vont pouvoir bénéficier de ce conflit, quels peuvent être les enjeux pour faire valoir leurs intérêts. D'un côté, la frange politique du Likoud israélien, représentée par le ministre Netanyahou qui vient de remporter les élections législatives et après discussion a réussi à former une coalition autour d'un bloc de droite. De l'autre, le Hamas, autorité politique et religieuse qui détient le véritable pouvoir dans les territoires palestiniens et principalement dans la bande de Gaza. Alors, quel est donc le commencement? On est dans un cas classique d'escalade d'un conflit. Tout a commencé autour des quartiers contestés de Jérusalem, ville contestée qui est de facto capitale d'Israël, et dont la partie est est toujours revendiquée par l'État palestinien. Les expulsions forcées de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est ont été un des casus belli des Palestiniens à travers le territoire. Par la suite, des provocations d'activistes à la sortie de la prière musulmane nocturne en plein mois de Ramadan ont également provoqué les Palestiniens dans les zones contestées de Jérusalem. Le cercle vicieux des tensions était lancé, entraînant des affrontements entre les forces de l'ordre israéliennes et les manifestants dans des endroits comme la porte de Damas. La suite, vous la connaissez, les salves de roquettes de la bande de Gaza ont commencé à pleuvoir sur le territoire israélien, mettant en action le dôme de fer mais faisant également des victimes et paralysant le pays. La ligne rouge pour de nombreux Israéliens est alors considérée comme franchie. Vous le savez, Israël est un État constamment sur le pied de guerre depuis sa création et c'est sa capacité de mobilisation qui lui a permis de survivre dans une région qui lui était particulièrement hostile. On ne va pas revenir sur les guerres précédentes. La plupart des violences dans la région étaient concentrées à la base le long de la frontière sud, mais les roquettes ont ensuite frappé des cibles à Tel Aviv le 11 mai, ce qui a donné un sens plus national à ces attaques. Les deux gouvernements, palestiniens et israéliens, sont incapables de parvenir à une résolution politique sans de nouvelles violences, et c'est ce qu'on a pu constater jusque-là. Les gouvernements israéliens et palestiniens ont essayé et continueront d'essayer d'empêcher la situation actuelle de dégénérer. C'est de la politique internationale bien sûr, mais il y a tellement de déclencheurs de troubles, de tensions enterrées qui ont maintenant pu ressurgir que d'autres effusions de sang semblent inévitables. Le gouvernement israélien a changé de cap à plusieurs reprises ces derniers jours pour éviter de provoquer une colère palestinienne qui pourrait dégénérer encore plus. Par exemple, en modifiant le tracé d'un défilé nationaliste israélien à Jérusalem le 10 mai pour éviter les altercations le long du parcours. Pour sa part, les responsables du Hamas ont exprimé leur intérêt d'un cessez-le-feu.
Mais les contraintes politiques internes empêchent toute solution diplomatique. Les victimes à Gaza, la destruction par Israël de bâtiments résidentiels civils ne laissent en effet pas aux dirigeants palestiniens d'autre choix que de riposter avec le soutien des Palestiniens. En face, les morts du côté israélien placent le peuple dans une situation de guerre réelle, sans compter la pression de toutes les populations et groupes de soutien à la Palestine autour, par exemple au Liban, mais aussi dans l'ensemble du monde arabe, contraignent Israël à se mettre sur le pied de guerre, comme elle a toujours fait, et donc de mobiliser sa population à la cause israélienne. Abordons maintenant le thème de la radicalisation du conflit. On a là en fait un phénomène tout à fait normal, comme on l'a toujours vu dans l'histoire, et comme avec n'importe quel pays ou peuple, à partir du moment où il se place en situation d'alerte, pour ne pas dire de survie. Les émeutes généralisées dans tout Israël, au milieu de la violence continue à Gaza, enferment Israël dans un cercle de représailles porté par les politiciens. Cela aura pour conséquence de prolonger la paralysie politique d'Israël dans le monde et d'augmenter les risques de ternir sa réputation, ce qui peut avoir des conséquences économiques, nous y reviendrons. Comme toute décision politique, il y a des conséquences, après c'est aux politiciens de trancher et de faire les choix qu'ils jugent les plus justes. Les émeutes et tensions en interne se sont propagées dans tout le pays, à Nazareth, à Acre, Tibériade, Jérusalem ou encore Haïfa, ainsi que plusieurs banlieues de Tel Aviv. Les émeutes ont vu des pillages généralisés, des attaques intercommunautaires, l'écrasement de certaines forces de police. Tous les partis politiques de la Knesset, le Parlement israélien, ont d'ailleurs condamné les violences et appelé à la paix. Mais à partir du 14 mai, les émeutes n'ont montré toujours aucun signe d'arrêt et se poursuivaient. Elles se poursuivront probablement encore pendant toute la durée du conflit à Gaza. Petit retour en arrière tout de même, il est intéressant de noter que les tensions et le retour de la guerre ont coïncidé dans un moment où l'État israélien était dans un creux politique, puisque se déroulaient les élections. Les élections israéliennes du 23 mars ont finalement vu l'alliance de la droite israélienne, incluant donc les sionistes, à prendre la plus grande partie des sièges. Alors pourquoi je le précise ? Eh bien depuis de nombreuses années, en interne, les tensions intercommunautaires ont été ravivées par certaines actions politiques prises par ce bloc de droite. En 2017, le président américain Donald Trump reconnaissait la souveraineté d'Israël sur Jérusalem comme capitale. En 2018, Israël a modifié sa constitution pour se déclarer État-nation du peuple juif, ce qui a directement ou indirectement discriminé une partie de la population face à la majorité juive en matière par exemple de logement, de maintien de l'ordre ou d'emploi, et ce qui a alimenté d'ailleurs des manifestations. Et en 2020, des projets d'annexion de territoires en Cisjordanie ravivaient également ces tensions, etc., etc. En bref, les troubles entre les Arabes israéliens et les Juifs contribuent à radicaliser l'ensemble. Du côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ces tensions permettent aussi de renforcer ses forces politiques, pour lui permettre ensuite de remporter des sièges pour les partis qui le soutiendraient, et donc de se maintenir au pouvoir. De nombreux Arabes et Juifs qui sont actuellement des spectateurs risquent aussi à l'avenir, et vont même à l'avenir, naturellement prendre le penchant de la radicalisation face aux violences en cours. Ils sont témoins de destruction de propriétés, de combats de rue, et sont eux-mêmes menacés par tous ces troubles. Une population juive plus radicalisée pourrait voir des partis d'extrême droite marginaux, comme par exemple Otzma Yehudit, devenir des acteurs majeurs dans les futurs gouvernements, à savoir qu'ils ont obtenu le premier siège de leur histoire cette année en 2021. Alors il faut mesurer tout de même mes propos bien sûr, il s'agit d'un siège sur 120, mais en fait on peut constater un développement global et un pivotement de la politique interne en Israël vers la droite. De l'autre côté, les Arabes israéliens plus radicalisés pourraient également être susceptibles de provoquer plus de troubles futurs au sein d'Israël, ce qui provoquerait donc davantage de réactions de la part de la population juive israélienne. Vous commencez à comprendre le magnifique cercle vicieux dans lequel on se trouve. Mais quel va donc être le choix d'Israël ? Historiquement, l'extrême droite israélienne a toujours été largement réprimée politiquement, depuis que le prédécesseur par exemple d'Otzma Yehudit, le parti Kash, avait été proscrit en 1994. Mais la jeunesse, elle, se porte de plus en plus vers des positions nationalistes et conservatrices, un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays, ce qui a donné naissance à de petits mouvements radicaux comme le groupe anti-assimilation Le'Ava, qui a été au premier plan des récentes manifestations à Jérusalem-Est et qui aurait même été une des étincelles qui a mis le feu aux poudres avant les manifestations. Alors pourquoi donc on assiste à un changement politique chez cette jeunesse israélienne ? Il y a toujours une raison à cela, et pour ça il faut remonter aux violences pendant la deuxième intifada de 2000 à 2005 et aux conflits récurrents à Gaza ces dernières décennies. A savoir que cette deuxième intifada a causé la mort de plus d'1 millier d'Israéliens, dont plus de 700 civils, et de 3 milliers de Palestiniens, dont une grande partie de civils également.
Cette jeunesse a été témoin de tout cela et connaît déjà la réalité de ce qu'est la guerre. Ils sont prêts à soutenir leur pays, à soutenir une cause qu'ils pensent légitimement juste de leur point de vue. Le cercle vicieux se nourrit de lui-même, plus grand sera le militantisme arabe israélien, plus grand sera le militantisme israélien, et plus grand sera le militantisme arabe israélien, etc., etc. Politiquement, l'influence politique et la présence gouvernementale des partis israéliens de gauche n'ont en fait cessé de diminuer en perdant les jeunes électeurs. Depuis plus d'une décennie, les partis de centre-gauche ou de gauche, comme par exemple le Meretz ou encore le Parti travailliste israélien, ont également échoué à mettre sur pied une coalition contre la droite dominante. En partie parce qu'ils sont incapables d'élargir leur base de soutien auprès d'une jeunesse juive israélienne beaucoup plus partisane, mais aussi beaucoup plus peut-être réaliste. À cela, on peut y ajouter le contexte continental. De nombreux juifs possèdent plusieurs nationalités, ça fait partie de l'histoire. Ils connaissent aussi le problème de l'islamisme en Occident, la passivité des gouvernements, les efforts du gouvernement pour normaliser les relations avec des pays musulmans comme les Émirats arabes unis et d'autres pays arabes du Golfe, avaient aussi d'ailleurs fait l'objet de protestations du côté de la jeunesse de droite radicale israélienne. Au sein du pays, par exemple en février, des militants radicaux ont aidé à geler la vente du club de football Beitar Jérusalem à un Émirati, parce que cela aurait donné la propriété partielle de l'équipe à un Arabe. Alors quel serait donc l'avenir? Vous le savez, on n'a pas de boule de cristal, la géopolitique c'est beaucoup de on-dit pendant que l'histoire se passe. Un gouvernement israélien partant dans un bloc de droite plus forte, comme cela risque d'être le cas, poursuivra probablement des politiques qui aliéneraient davantage ses alliés à l'international et rendraient plus difficile pour certains le fait de faire des affaires dans le pays. Cela pourrait endiguer la politique sur le plan diplomatique, comme on a vu dans une précédente vidéo. Et d'un côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, depuis 1948, a toujours eu le choix entre la diplomatie et l'armée. Mais l'histoire lui a montré que la diplomatie échouait généralement là où l'armée lui a donné ce qu'elle possède aujourd'hui, que ce soit en étant sur l'offensive ou bien en défendant son territoire. Cette politique va de pair avec l'extension et l'annexion de colonies en Cisjordanie, la réoccupation de la bande de Gaza. Après, on peut spéculer également en allant encore plus loin, par exemple des lois pro-religieuses considérées comme potentiellement discriminatoires à l'égard des non-juifs, et un rôle accru de la religion dans le système judiciaire laïque normalement du pays. Alors personnellement, je vous rassure, ça m'étonnerait qu'on y arrive à ce niveau. L'un des cachets d'Israël dans la région du Moyen-Orient, c'est quand même son caractère libéral et démocratique par rapport aux autres pays. À voir cependant comment les Arabes israéliens vont réagir de leur côté. Vont-ils prendre parti pour la violence? Vont-ils quitter certains quartiers ou vont-ils immigrer à l'extérieur du pays? Aussi, d'un point de vue économique, ces politiques radicales et cette violence de rue peuvent renforcer les soutiens au boycott d'Israël, entraîner des désinvestissements voire des sanctions en jouant dans le récit de ceux qui critiquent déjà le bilan d'Israël en matière des droits de l'homme, tant à l'étranger que dans le pays. Les États-Unis aussi de Biden ne sont pas celles de Trump, les démocrates ne soutiendront pas Israël puisqu'ils n'ont pas besoin de cet électorat, bien au contraire d'ailleurs. Les ONG, par exemple comme Human Rights Watch, ont officiellement qualifié l'occupation israélienne du territoire palestinien d'apartheid, ce qui a contribué d'ailleurs à alimenter encore plus la campagne d'isolement contre Israël. Alors en conclusion, je vous le dis d'un trait, Israël ne tire pas que des avantages d'une troisième intifada qui pointe le bout de son nez, bien au contraire. Isolement diplomatique à l'international, aliénation par ses pays voisins musulmans mais aussi l'ensemble des pays à l'international, risque d'éclatement interne, encerclement du pays, rejet économique, réputation. Dans l'état actuel des choses, la guerre serait en fait plus bénéfice au Hamas, reclus et résolu, qui n'a pas grand chose à perdre, là où Israël souhaite devenir une puissance qui rayonne bien au-delà de sa région. La meilleure option pour Israël, c'est celle de la poursuite du statu quo, comme cela a été le cas depuis plusieurs années, ce qui lui avait d'ailleurs même permis d'atteindre diplomatiquement et commercialement des pays voisins musulmans, mais aussi de rayonner un peu plus à l'international. Le problème étant que ces tensions qui entraînent ensuite une guerre arrivent pile au mauvais moment et risquent de balayer bien des années d'efforts pour normaliser les relations. Et même si le statu quo reste l'objectif premier de la part d'Israël, il ne faut pas oublier qu'une partie de la jeunesse israélienne, mais aussi la droite politique au pouvoir, feront toujours le choix de protéger à n'importe quel prix leur acquis historique, plutôt que de laisser du terrain aux Palestiniens, au Hamas ou à n'importe quelle autre affiliation anti-israélienne. La guerre est ancrée dans la société et l'histoire d'Israël, mais elle est aussi ancrée dans cette région du monde où depuis des millénaires, les civilisations se font et se défont. Si vous voulez à la fois soutenir TerraBellum et vous munir d'ExpressVPN, qui est, je le rappelle, le meilleur VPN au monde par sa simplicité, sa vitesse et ses serveurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation directement en description de cette vidéo.